suis très en colère. Et je sais que vous vous présentez devant nous en tant que premier président de la Cour des comptes, mais je voudrais quand même vous rappeler votre passé de parlementaire et de ministre. Et nous sommes ici depuis 14h30 et nous avons reçu votre rapport à 10h10. Un rapport de 420 pages à étudier en 4h20, soit environ 1,6 pages à la minute de lecture, d'annotation, éventuellement de rédaction de questions à vous poser, sans pause déjeuner. Bon, la pause déjeuner, c'est surfait, vous me direz. Alors, moi, ce qui m'inquiétait ce matin, c'était de me dire, je vais recevoir le rapport de la Cour des comptes en même temps que le PLFSS. Vous êtes sauvé, Monsieur Moscovici. À moins d'une heure de l'audition des ministres, nous n'avons pas le PLFSS. On n'a eu du temps que pour vous. Non, mais au moins, vous êtes sauvé grâce à ça. Alors, j'entends que certains de la majorité se contentent d'une synthèse de 44 pages. Moi, personnellement, je pense que je suis ici pour finir un travail approfondi. Je voulais lire tout le rapport. Mais je pense aussi que le rôle du Parlement n'est pas négligeable et je pense que vous n'êtes pas ici, Monsieur Moscovici, en tant qu'ancien parlementaire et ministre, je pense que vous ne considérez pas votre audition comme une simple visite de courtoisie à vos anciens collègues. Je pense aussi, Monsieur le Président de la Cour des comptes, que les Français méritent mieux que des agissements en catimini, en cercle d'initiés rompus au dogme de l'austérité. Chaque année, la Cour des comptes certifie les comptes de l'État et du régime général de la sécurité sociale. Cette mission doit garantir aux citoyens une information financière et comptable plus claire, lisible et une image plus fidèle de la réalité financière de l'État et de la sécurité sociale. Mais votre mission consiste aussi à assister le Parlement et le gouvernement dans l'évaluation des politiques publiques et que vous devez chercher à vérifier si les résultats d'une politique publique sont à la hauteur des objectifs fixés et si les moyens budgétaires sont utilisés de manière efficace et efficiente. J'ai qu'une question. Pensez-vous que le gouvernement aurait pu faire plus d'économies pour tuer l'hôpital ? Merci bien, Monsieur Pierre Dharréville pour le groupe GDR. Et Madame Caroline Fiat pour la France Insoumise. Madame la ministre, Monsieur le ministre Véran, alors je suis désolée, mais quand on n'a pas le document, on est obligé de travailler en confiance. Et vous nous avez annoncé que le document était en ligne sur le site de l'Assemblée depuis le début de l'audition. Il a été mis en ligne à 16h48. Je souhaitais quand même le préciser, c'est-à-dire bien après que l'audition soit commencée. C'est pas bon de commencer en disant de mauvaises informations. Ça nous fait 48 heures pour amender le texte, comme d'habitude. C'est un manque de respect envers nos collaborateurs et évidemment envers nous. Nous, on a pris l'habitude, mais nos collaborateurs, je ne vois pas pourquoi ils mériteraient ça. Quand on méprise en souriant, il faut aussi assumer le retour de politesse. La différence, Monsieur le ministre, et vous le savez, entre le Sénat et nous, c'est que le Sénat ne commence pas le PLFSS la semaine prochaine. C'est pas une petite différence. Comment, dans ces conditions, proposer une analyse de ce document et le nécessaire travail d'amendement pour qu'il réponde à ce souhait largement partagé par l'ensemble de nos concitoyens et surtout la santé? Un changement de méthode est cependant remarqué, c'est la courtoisie du rapporteur général Thomas Mesnier qui a eu l'élégance de transmettre à l'opposition le pré-projet, ce qui constitue tout de même un changement de manière, Monsieur le ministre, par rapport à son prédécesseur. Même si nous n'avons pas pu étudier le PLFSS, nous pouvions néanmoins anticiper son contenu, tant votre politique en matière de santé est inscrite dans un carcan idéologique libéral complètement inadapté à la situation vécue par les Français. Aussi, une fois n'est pas coutume, je vais donner raison à notre président de la République et je suis persuadée, Madame et Monsieur le ministre, que vous serez d'accord avec lui. Je vais donc citer Monsieur Emmanuel Macron. La santé n'a pas de prix. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies, quoi qu'il en coûte. Fin de citation. Dans ces conditions, et sur cette feuille de route très claire, quasi martiale, puisque, je cite de nouveau, « Nous sommes en guerre », c'est Emmanuel Macron, quand vous vous vantez d'une augmentation historique des rémunérations des personnels de l'hôpital et des EHPAD de 184 €, vous ne faites que réparer l'injustice du gel des salaires au cours depuis 10 ans. Que comptez-vous faire pour éviter de démarrer une nouvelle injustice pour les 10 prochaines années? On ne sait pas.
Actuellement, en Meurthe-et-Moselle, une infirmière choisit de passer 3 heures sur la route pour aller travailler au Luxembourg, en Belgique ou en Allemagne pour exercer son métier dans des conditions de travail et salariales acceptables. Actuellement, sur le site de la Fédération hospitalière de France, 6 701 postes de soignants à pourvoir dans nos hôpitaux. Quand allez-vous enfin proposer une rémunération attractive qui puisse stopper cette hémorragie transfrontalière de compétences ? Vous proposez de reprendre un tiers de la dette hospitalière, soit 10 milliards sur 3 ans, et vous qualifiez cette mesure comme historique. Pour rappel, l'État a distribué 40 milliards aux banques en 2008. Monsieur le ministre, pensez-vous que les Français préfèrent se faire soigner dans une banque ou à l'hôpital ? Votre PLFSS correspond à une vision comptable de la santé, mais sachez qu'au bout de cette crise, vous serez comptable de votre manque de vision. Merci.